7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Je vous le disais, donc pour cette vidéo, comme d'habitude, je suis accompagnée de Régis Le Sommier, reporter de guerre, directeur de la rédaction d'Omerta, auteur de La vérité du terrain et jusqu'au dernier Ukrainien aux éditions Max Milo. Bonjour Régis. Bonjour Liselotte. Et puis nous sommes en compagnie donc de Nicolas Merkovic qui nous revient du Donbass. Bonjour Nicolas. Bonjour Liselotte, bonjour Régis. Merci d'être parmi nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors, première question toute simple, vous rentrez donc récemment du Donbass, et comment était la situation sur place ? Alors c'était en effet ma 10e mission au Donbass depuis 2014, mission humanitaire. Alors évidemment c'est extrêmement émouvant. Chaque année quand j'y retourne, évidemment il y a beaucoup de choses qui changent. Ce qui est permanent, c'est tout ce qui est proche de la ligne de front. C'est vraiment une zone déserte. Il reste des personnes, des civils qui ne veulent pas quitter leurs habitations. Et c'est la partie la plus difficile à voir parce qu'il y a des combats et en même temps, il y a des personnes qui se terrent chez elles, qui se terrent dans les caves. Il en reste, il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Mais on est allé aider ces personnes-là parce que ce sont celles qui reçoivent le moins d'aide. Et plus vous allez vous écarter de la ligne de front, moins vous vous rendez compte que vous êtes en zone de guerre. Donetsk est une ville qui subit encore des bombardements, mais où il y a une vie, les supermarchés sont pleins, sont très bien achalandés. C'est impossible de savoir que vous êtes dans une zone de guerre. Si ce n'est que dans la rue, évidemment, vous voyez beaucoup de militaires, beaucoup de camions militaires, vous voyez des hélicoptères passer, des choses comme ça, des avions même de chasse. Et je suis allé jusqu'à Mariupol, et là, c'est le contraire. On est très, très loin de l'image de guerre. Pareil, on voit des véhicules militaires, des hélicoptères, mais ils sont en train de reconstruire. Donc, ils sont en train de reconstruire à une vitesse assez impressionnante, des nouveaux logements, des nouveaux bâtiments. Et j'ai vu le nouvel hôpital, il y a des nouveaux bâtiments administratifs. On voit vraiment qu'ils veulent effacer les traces de la guerre le plus rapidement possible et quelque part s'engager je pense, vers le reste de la population pour dire voilà ce qui vous attend quand la guerre sera terminée. Vous avez rencontré ces populations qui restent proches de la ligne de front et vous nous décrivez une vie assez commune, en tout cas plus supportable justement loin de ce front. Pourquoi est-ce que certains habitants choisissent de rester sur place ? C'est toujours assez incroyable à expliquer. Vous avez des personnes vraiment pour qui c'est extrêmement important, c'est symbolique. D'abord, ils disent je ne pars pas de chez moi, je ne veux pas partir, je préfère être chez moi dans les décombres avec mes proches. Alors souvent, c'est des groupes, on va dire, de familles, d'amis qui restent sur place. Ils ne veulent pas aller dans des centres de réfugiés. Ce sont des personnes plus âgées. Il y a des familles, il y en a moins, mais des personnes plus âgées aussi qui disent de toute manière, qui sont un peu fatalistes et qui se disent qu'ils vont rester. Il y a de l'aide humanitaire qui arrive, mais j'étais à Popasna. Alors, Popasna, c'est Stalingrad. Il y a plus, ça fait 2 ans que la ville a été reconquise. Elle est détruite. Il y a plus d'eau, plus d'électricité courante. Et pourtant, dans cette ville où il y avait avant 18 000 habitants, il n'y en a plus que 800. Donc, on est arrivé avec de l'aide alimentaire, des produits hygiéniques et des générateurs électriques parce qu'il y a des personnes qui s'habituent à vivre sans électricité. Alors, à la période à laquelle on était, là, il y a 10 jours, c'est supportable, mais l'hiver, je ne sais vraiment pas comment ils font. C'est assez difficile. Ce sont des personnes extrêmement résistantes et résilientes. Pardon. Et justement, c'est des populations qui ont su s'adapter à la situation. Pour toi, elles attendent encore beaucoup de la part des aides humanitaires et des associations comme la vôtre ? Je n'ai pas trouvé. On nous demande souvent des projets pour réhabiliter des écoles. Là, on a été à Valerianovka, où l'église a été bombardée. Donc, le prêtre, ce qu'il voulait, c'était, même les paroissiens, ce qu'ils voulaient, c'était reconstruire l'église. C'était ce qui avait le plus important, parce que le plus important encore que l'aide humanitaire, les bâtiments publics, c'est ce qui était extrêmement important. L'école, on a aidé une école, on a refait une porte qui était condamnée d'une école. Ça, c'était ce qui était important. Je pense que d'un point de vue alimentaire, ils arrivent à s'en sortir. Ils étaient évidemment très contents avec ce qu'on leur apportait. Mais ce qu'ils veulent, c'est voir les bâtiments publics, les endroits où ils se retrouvent. Ils veulent avoir des endroits avec des toits qui sont refaits, avec des fenêtres qui sont refaites. Il y a beaucoup de fenêtres qui sont détruites. Et c'est ça ce qui est le plus poignant. C'est que vraiment, ce sont plutôt des demandes pour leur communauté que plutôt elles-mêmes. J'ai aucune demande de personnes qui disaient chez moi, j'ai les fenêtres qui sont cassées, ou chez moi, il y a un trou dans le parquet. Est-ce que vous pourriez le réparer? C'est vraiment, est-ce qu'on nous demande de l'aide pour des bâtiments où les communautés qui restent encore dans ces zones-là se retrouvent. Et ça, c'est extrêmement poignant. Donc, on essaie d'aider comme on peut.
Régis Le Sommier, vous aussi, vous avez été sur ces lignes de front. Est-ce que vous avez constaté une aide de la part des forces armées? Parce qu'on sait que souvent, dans ce genre de conflit, l'armée aussi vient en aide à la population. Est-ce que c'est le cas en l'occurrence? Disons que, alors ce qui est intéressant, Nicolas vient d'évoquer Popasna. Moi, je suis passé à Popasna en janvier. Pour rejoindre Soledar et la ligne de front au nord de Bakhmout. Je me souviens, alors je suis passé 2 nuits, c'était complètement fantomatique, il y avait ces barres d'immeubles totalement éventrées avec les voitures à l'abandon, etc. Et puis de temps en temps, des gens qui restaient, il y avait une petite lumière, on sentait qu'il y avait quelques personnes comme ça qui s'accrochaient à ce théâtre. Alors oui, ils sont ravitaillés, plus on va vers la ligne de front, moins il y en a, ça c'est évident. Et puis après, ce qui se passe, c'est un autre univers, c'est-à-dire que vous êtes dans des villes de militaires, c'est-à-dire que en fait les militaires occupent les habitations. Alors à cause des drones, ils sont en sous-sol, tout a été aménagé. Les sous-sols, il y a des hôpitaux dans des barres d'immeubles justement. On a aménagé les caves à Soledar par exemple. Vous avez des barres d'immeubles où les caves c'est un immense hôpital et vous avez aussi les zones de vie des soldats. Et par contre pour dormir, il faut aller dans les habitations et là, faut pas utiliser de lumière du tout à cause des drones. Donc c'est une espèce de vie sous terre. Pour les positions d'artillerie, c'est pareil. Les maisons sont réutilisées par les soldats qui sortent des caves, qui chargent leurs obus dans leur position qui sont elles-mêmes camouflées. Et puis une fois que les 5 ou 6 obus ont été tirés, il y a la contre-batterie ukrainienne qui arrive. Alors, elle est moins nombreuse puisque les Russes ont quand même nettement l'avantage au niveau du rapport du feu. Donc, il faut courir pour revenir dans la cave, en fait. Voilà. Et une bonne partie de la vie, en tout cas pas... parce que ça, je parle des positions d'artillerie, on n'est pas en première ligne. Ensuite, après, vous avez ceux qui vont dans les tranchées et qui font des rotations, justement, dans ces appartements. Donc, en fait, il y a les populations qui restent un petit peu sur l'arrière du front. Sur les lignes de front, il n'y a plus personne et on réutilise les barres d'immeubles pour se camoufler et en fait la ruine sert en fait de ligne de front. C'est ça dont on ne se rend pas bien compte quand on voit par exemple Bakhmout. Pourquoi est-ce qu'il est difficile de reprendre ces villes pour les Ukrainiens? Imaginons que les Ukrainiens, ils ont tenté une contre-offensive, ils sont passés par le sud et par le nord de Bakhmout, ils ont essayé et ils ont échoué, mais ils n'ont pas réussi à reprendre Bakhmout parce que la ruine est utilisée comme composante intégrale de la ligne de front et les Ukrainiens font la même chose avec leur ruine à eux. Donc en fait, on a un espèce de front qui a évolué ces temps derniers avec notamment depuis la prise d'Avdiivka à la mi-février. Mais je voulais demander à Nicolas si moi il y a une chose qui m'a vraiment surprise dans le Donbass, c'est par rapport à ce qu'on entend du Donbass quand on est ici, c'est-à-dire qu'en fait on se prend une claque quand on voit les commentaires et qu'on écoute LCI en revenant de ce genre d'endroit. C'est que le Donbass, Nicolas nous disait qu'il y est allé une dizaine de fois. Pour moi, c'est une véritable forteresse russe. Alors, on va dire que 80% du Donbass est contrôlé par les Russes aujourd'hui, mais il y a une pénétration entre le civil et le militaire. Les militaires vivent dans des habitations. Parfois, ils font venir leur famille depuis la Russie, où ils se marient avec des Ukrainiennes locales, pro-russes. En fait, il y a une espèce d'habitude de la guerre qui est incroyable. Ça fait depuis 2014 que ça dure. Et ça, évidemment, cette russification extrême du Donbass, on n'en entend jamais parler. On entend dire, oui, l'Ukraine va reprendre ses frontières de 1991. Mais pour moi, c'est totalement impossible. Ou alors, il faudrait éliminer ou expulser ces millions de gens, parce que je crois qu'il y a 6 ou 7 millions de gens dans le Donbass occupés par la Russie. Enfin, voilà, donc c'est plus du tout une terre ukrainienne, voilà. Oui, la population a une part importante dans la stratégie russe, justement, dans le Donbass, notamment, Nicolas Mirkovic. Ce point est fondamental et c'est vraiment une des questions principales qui n'est jamais mentionnée dans les médias dominants. Moi, ça fait depuis 2014 que j'y vais. Donc, du coup, j'y vais quasiment chaque année, hors année Covid où on était enfermés. Chaque année que j'y vais, je vois la population, je vois l'évolution de la population.
depuis le début, les habitants du Donbass demandent un respect parce qu'eux s'estiment d'abord victimes du coup d'État qui a eu lieu à Kiev en 2014, où des groupements d'extrémistes ou ouvertement néo-nazis ont entouré des suppôts atlantistes qui ont pris le pouvoir de force. Ils ont évincé le président qui avait été majoritairement élu par les habitants du Donbass. Et donc les habitants du Donbass n'avaient plus voix au chapitre. Et ils ont demandé pour leur région de l'autonomie, en tout cas un respect et une représentation de leurs idées politiques. Ces habitations sont tous russophiles. Certains se disent ouvertement russes, et même ceux qui se disent ukrainiens, et j'en ai rencontré, se disent proches de Moscou et veulent que le Donbass soit rattaché à Moscou. J'ai même discuté avec un fixeur l'année dernière qui disait que bon, lui, sa famille était déchirée, il avait son frère qui se battait dans l'armée ukrainienne, lui, il était fixeur, mais avant, au tout début de la révolution qui a eu lieu au Donbass, c'était des habitants du Donbass, c'était pas une armée, c'était une révolte populaire. Lui, il était dans le camp d'en face, c'était un déchirement. Lui, il disait qu'il préférait la langue ukrainienne à la langue russe, qu'il a trouvé plus suave, plus souple. Pour autant, il dit « je suis russe ». Vous voyez, et ils perçoivent l'Ukraine comme une région de la Russie. L'Ukraine s'appelait avant la Malorussie, la petite Russie. Et ça, ce sujet n'est jamais évoqué par les médias. On oublie que l'Ukraine est une nation relativement récente, qui a été construite par les bolcheviks au tout début du XXe siècle, qui n'avait jamais eu d'État ukrainien avant, qui n'avait même pas de langue ukrainienne avant le XIXe siècle. Et quand il y a eu la construction de l'Ukraine, il y a toujours eu une division ou des affrontements plus ou moins larvés entre l'Est, qui était très proche de Moscou, et l'Ouest, qui a été beaucoup plus, quasiment 4 siècles, sous influence lituanienne ou surtout polonaise. Et ils ne se sont pas entendus. Lors de la fin de l'Empire, eh bien, il y avait des Ukrainiens qui étaient des bolcheviks, et il y avait des Ukrainiens qui étaient des bolcheviks, mais indépendantistes, d'autres qui étaient bolcheviks pour l'URSS. Vous avez des Ukrainiens blancs, vous avez des Makhno, les troupes de Makhno anarchistes. C'est une zone où l'identité ukrainienne a toujours été difficile à concevoir. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Est de l'Ukraine se bat à côté du Troisième Reich, l'Ouest de l'Ukraine se bat dans l'armée rouge. Et quand il y a eu l'indépendance en 1991, l'identité ukrainienne n'a jamais été tout à fait affermie. Et quand il y a le coup d'État en 2014, vous avez les atlantistes et le nouveau gouvernement qui veut imposer la vision, on va dire, occidentale de l'Ukraine au détriment de l'Est. Certains militants disaient qu'ils voulaient carrément interdire l'usage de la langue russe, ce que les habitants du Donbass ne pouvaient pas accepter. Ils sont russophones. Et je parle du Donbass, mais ça concerne l'ensemble des régions de l'Est de l'Ukraine, mais également le Sud, Odessa et d'autres régions. Ces habitants aujourd'hui, comme le disait très bien Régis tout à l'heure, ne pourront jamais retourner en Ukraine. Ça fait 10 ans qu'ils reçoivent, qui sont bombardés par l'armée ukrainienne. Et au début, l'armée ukrainienne, quand il y avait les manifestations pacifiques devant les représentations des différentes régions du Donbass, Kiev a envoyé l'armée. C'est-à-dire qu'il y avait une révolution populaire et tout d'un coup, il y avait l'armée qui était arrivée. Donc ça fait 10 ans qu'ils se battent. Moi, j'ai vu à Pervomaisk, où j'ai fait ma première mission humanitaire, j'y suis retourné pour la première fois depuis 10 ans. J'ai vu des enfants qui n'ont connu que la guerre et qui aujourd'hui se sentent très russes et qui se sentent protégés par les soldats russes. Et c'est extrêmement important de le souligner. Si l'Ukraine devait gagner cette guerre, ce serait impossible à gérer cette population qui se battra, je pense, jusqu'à la fin, qui ne veut pas d'une domination pour des raisons, on va dire, aujourd'hui politiques, même culturelles, même le projet à Kiev. C'est ce que me disaient certaines personnes sur place. Le projet de Kiev, l'évolution, la réingénierie sociale, on va dire, occidentale qui arrive à Kiev aujourd'hui, ne les intéresse pas. Ils se sentent plus proches de Moscou. Régis Le Sommier, vous vouliez réagir? Oui, mais je voudrais rajouter, je souscris totalement à ce que vient de dire Nicolas. Moi, j'ai eu l'occasion aussi beaucoup de discuter avec des Ukrainiens pro-russes. Il y en a pas mal qui qui ont combattu, alors qui maintenant peuvent combattre dans des unités russes, mais beaucoup ont combattu au départ dans les unités de la DNR ou de la LNR, c'est-à-dire des deux oblasts donc de l'Est, le Lugansk et Donetsk, qui ont leur armée propre. Et puis, il ne faut pas oublier, d'abord, première remarque, que la conscription pour tous les hommes après âgés de 18 ans et plus existe depuis 2014. Donc en fait, toute la population, en tout cas masculine, est dans l'effort de guerre. Il y a des unités de la DNR, de la LNR qui sont extrêmement combatives et qui sont extrêmement utilisées, qui ont été utilisées dans les principaux combats. Voilà, deuxième remarque, j'ai remarqué en discutant justement avec des gens dans des villes comme Alchev,
Donetsk, comme Donetsk, Lugansk, que bien souvent les Ukrainiens locaux, donc pro-russes, ont de la famille ou des cousins en face. C'est là où c'est une réalité aussi, parce que quand vous entendez parler de l'Ukraine dans les médias, on va dire mainstream ici, vous avez l'impression que c'est quelque chose de totalement différent de la Russie. Mais en réalité, tout ça, il y a une interpénétration. C'est le même peuple quelque part. Je vous donne l'exemple d'un soldat, d'un ancien de Wagner, avec qui j'ai discuté, que j'ai retrouvé en janvier, avec qui j'avais déjà passé du temps sur la ligne de front, qui me disait, qui lui est originaire d'Odessa, qui me disait que pendant tout le début de la guerre, son cousin combattait dans l'armée ukrainienne. Ils sont malgré tout restés en contact jusqu'au moment où ils se sont rendus compte qu'en fait ils étaient exactement de part et d'autre de la ligne de front. Donc en fait tout ce qui a été raconté dans les chansons de Jean Ferrat avec la guerre d'Espagne par exemple, avec les rouges et les blancs, on retrouve exactement la même chose en Ukraine. Donc c'est pas, on peut pas détacher ce peuple de l'aventure russe si on la prend dans son acceptation historique. On est dans la même matrice. Et or aujourd'hui on a parfois, quand on écoute Raphaël Glucksmann, par exemple, pour ne pas le citer, on a l'impression d'une entité ukrainienne, d'un peuple ukrainien qui existe, certes, mais il n'est pas indépendant. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que cette réalité, elle existe en face. Quand vous discutez avec les officiers, par exemple, les officiers russes qui combattent dans le Donbass, ils connaissent très bien les mecs en face. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été dans les mêmes écoles, pour ceux qui ont 50 ans et plus, parce que c'est une guerre aussi où il y a des hommes âgés qui combattent. Et ils ont connu l'expérience communiste et ils ont été dans les mêmes écoles et ils savent, voilà, et ils utilisent. Alors, les Ukrainiens sont formés parfois, c'est un peu, c'est compliqué pour eux d'être formés par les gens de l'OTAN. Parfois, les gens de l'OTAN ne comprennent pas la mentalité ou la façon de faire la guerre là-bas. Mais en tout cas, au départ, ils étaient dans les mêmes, voilà, Zaloujny, par exemple, pour reprendre le plus célèbre, l'ancien chef d'état-major de l'armée ukrainienne, est un type qui a dit qu'il avait énormément de respect pour Gerasimov, qui est le chef d'état-major de l'armée russe, parce que c'était des gens qui se connaissaient avant, ils étaient dans la même... et vous prenez même l'actuel chef d'état-major, Alexander Syrski de l'Ukraine, c'est quelqu'un dont la nationalité ukrainienne, je vous raconte ça et je ne vais pas m'apesantir, en fait, il est devenu ukrainien parce qu'en 91, son unité se trouvait en Ukraine au moment de la séparation. Il a choisi de rester. C'est quelqu'un qui a une partie de sa famille qui vit toujours à Moscou, enfin dans la zone de Moscou. Et c'est le chef d'état-major de l'armée ukrainienne aujourd'hui. Donc, quelqu'un d'ailleurs qui a une mentalité assez soviétique dans sa façon de combattre et fait assez peu économie justement du sang et de ses hommes. Donc, il a peut-être gardé des mauvais travers de la façon soviétique de faire la guerre. Mais donc, tout ça pour vous dire que il y a une interpénétration de ces deux réalités qui, malheureusement, est totalement édulcorée quand on parle de l'Ukraine et de la Russie et quand on parle de cette guerre. Quand on revient ici, en nous faisant croire une fiction d'une Ukraine qui serait, je dirais, ethniquement pure ou en tout cas soluble dans la démocratie, etc., etc. En fait, en réalité, pas du tout, quoi. Voilà. On comprend bien ce lien entre les deux pays. Maintenant, est-ce que c'est une raison suffisante à avancer à l'Ukraine, par exemple, pour justifier qu'elle pourrait perdre un territoire qui, du coup, était ukrainien malgré tout ? Alors, Régis, en quelques mots, et ensuite on redonne la parole à Nicolas. Non, mais je crois que là, on est malheureusement face à une réalité... une réalité liée au sort des armes. On peut pas faire machine arrière. Je pense que pour ce qui est du Donbass et pour ce qui est de la Crimée, moi j'ai fait les 4 oblasts pendant cette guerre. En octobre 2022, j'étais à Kherson, à l'époque où la ville était occupée par les Russes. J'étais dans la zone de Zaporizhzhia, Melitopol, etc. C'était complètement différent. Pour ces 2 oblasts, donc de Zaporizhzhia et de Kherson, c'était des oblasts qui appartenaient à l'Ukraine avant, qui n'ont pas connu la déchirure de Maïdan et qui jouissaient d'une relative
prospérité. J'ai constaté que l'occupation des Russes de Kherson ne se passait pas très très bien. Les autorités russes étaient régulièrement la cible d'attentats de la part des militants nationalistes ukrainiens, dont la présence était très forte. Vous aviez une véritable guerre de partisans du côté de Melitopol, par exemple. Et à Kherson, moi j'avais rencontré par exemple la rectrice de l'université de Kherson, et le lendemain, elle a été victime d'un attentat. Le lendemain de notre entretien. Donc en fait, voilà, et on voyait bien les affiches que les Russes dont avaient pavoisé la ville de Kherson étaient souvent recouvertes de peinture. Il y avait une certaine hostilité. On a vu aussi des populations, au moment où les Russes sont arrivés, tenter de s'opposer à l'arrivée des Russes avec leurs mains, en essayant symboliquement de repousser les chars. On n'est pas du tout dans cette réalité. En revanche, pour ce qui est de la Crimée et du Donbass, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Je veux dire, c'est des endroits, bon, voilà, la configuration actuelle fait que, pour moi, c'est littéralement impossible que ça revienne. Alors maintenant que Poutine a fait des référendums également à Zaporijia et à Kherson, c'est sûr que la Russie ne va pas baisser pavillon et rendre ça à l'Ukraine. Enfin, il y a à mon avis des moyens de négocier, et aujourd'hui, vu l'état du front et vu ce qui est en train de se préparer, je pense que ça serait bien d'arrêter cette guerre le plus rapidement possible pour que l'Ukraine ne perde pas trop. Parce que ce qu'elle risque, c'est un effondrement du front. Pour le moment, elle tient. Dans quelles circonstances? Mais tous les jours, il y a un village qui est repris par les Russes, ou 2 villages. Donc la situation est gravissime pour l'armée ukrainienne aujourd'hui. Je reviens vers vous dans un instant, messieurs. Il est presque 9h et c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Nicolas Mirkovic, je me tourne vers vous. Maintenant, on s'était quitté avec Régis Le Sommier qui expliquait donc cette réalité du terrain avec un Donbass déchiré entre la Russie et l'Ukraine, même si on pouvait reconnaître une certaine identité ukrainienne sur le reste du territoire. Est-ce que vous voulez réagir à cela ? Je suis d'accord avec ce que dit Régis. D'abord, il faut prendre en considération c'est les spécificités, l'identité, les différentes identités qui existent en Ukraine. Ce qui est terrible, c'est que nos médias, nos hommes politiques ne connaissent pas ça. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment, je pense, des problèmes de renseignement chez nous, ou alors ils ne veulent pas écouter les renseignements du terrain, ou alors les renseignements du terrain sont faux. Donc, ne pas avoir compris ça, c'est de ne pas avoir compris du tout l'Ukraine. Et je le rappelle que l'objectif final du coup d'État de 2014, mais qui a mené à cette guerre, qui a mené à la guerre civile, puis mène à cette guerre, n'est pas l'Ukraine. Nos politiques se fichent de l'Ukraine. S'ils aimaient vraiment les Ukrainiens, et s'ils voulaient le bien des Ukrainiens, ils dépenseraient leur argent pour la paix. On les dépensait entre les États-Unis et l'Union européenne plus de 200 milliards d'euros pour la guerre en Ukraine. Imaginez si on avait dépensé 1% de ce budget au moment où la France et l'Allemagne, par exemple, étaient garants des accords de Minsk. Dans les accords de Minsk qui avaient été signés en 2015, je vous rappelle que le Donbass serait resté en Ukraine. Il y aurait une forme d'autonomie, et Russes et Ukrainiens étaient d'accord. Ils ont signé ça. On sait qu'en 2022, il y a eu de nouveau des discussions entre Zelensky, Poutine et leurs équipes pour un accord de paix. Ils l'ont trouvé au printemps. Et ça a été attesté par de nombreuses personnes. Ça a été avéré. Et pourtant, le camp atlantiste a dit non, on ne veut pas de paix. Parce que le but n'est pas d'aider les Ukrainiens ni l'Ukraine. Le but des atlantistes de Washington est de faire du mal à la Russie. C'est une vieille crainte de la part des Américains d'avoir un continent entre l'Europe et l'Asie, l'Eurasie qui serait plus forte, qui représente 75% de la population mondiale, 75% des ressources naturelles connues. Les États-Unis, qui sont loin de ça, il y a quand même un océan qui nous sépare, ont peur qu'il y ait des grandes puissances qui émergent sur ce continent, et ils veulent faire mal à la Russie. Ça n'a rien à voir avec l'idéologie, c'est juste la crainte que la Russie puisse devenir un allié fort de l'Europe de l'Ouest, et qu'ensemble, la Russie et l'Europe de l'Ouest aient une économie prospère, indépendante, avec de l'énergie pas chère, et que ça puisse faire de la concurrence aux États-Unis. C'est ça le but. Et c'est ça ce qui est terrible. On doit sortir de cette vision, aider l'Ukraine. C'est faux, malheureusement. Parce que s'ils voulaient aider l'Ukraine, eh bien, ils dépenseraient l'argent pour la paix, et ils auraient mis en place la paix au moment où elle était possible. Et là aujourd'hui, maintenant, on est allé trop loin, et les Russes disent, écoutez, puisque vous avez voulu la guerre, vous allez la voir.
et ils défendent leurs propres intérêts. Ils disent on ne peut pas avoir l'OTAN sur notre frontière. Et on rentre dans une spirale assez dangereuse. On est en train de parler d'envoyer des hommes au sol, on est en train de parler de frapper des cibles en Russie avec nos armes. Croire qu'on va pouvoir regarder cette guerre à distance sans être encore plus entraîné, c'est vraiment être très naïf et ne pas connaître l'histoire de l'Europe. Et je veux juste terminer sur cette phrase. Vous savez, moi je suis d'origine yougoslave. Et quand on a commencé à parler de la guerre en Yougoslavie dans les années 90, personne n'y croyait. Moi, le premier, on disait « Oh, c'est pas possible, ça n'arrive qu'aux autres, ça ne nous arrivera pas. » Et je peux vous garantir que ça arrive très, très vite. Et une fois que ça arrive, vous avez très, très peu de temps pour choisir votre camp. Et c'est terrible. Et les guerres européennes, on sait que c'est des guerres quasiment civiles, il faut le dire. Entre nous, les familles sont déchirées, les personnes se battent entre voisins. C'est terrible. Qui bénéficierait de ça, d'une guerre en Europe? Pas les Européens, ni les Ukrainiens, ni les Russes, nous non plus. Juste Washington qui, à distance, pourrait nous regarder en train de se battre, comme on l'a déjà fait 2 fois lors du siècle dernier, et qui se frotterait la main en se disant un jour j'irai les reconstruire. Donc sans l'intervention des États-Unis, vous pensez qu'une solution aurait été possible, une solution qui aurait à la fois préservé l'identité nationale ukrainienne et le sentiment identitaire de certains Ukrainiens, notamment dans le Donbass, sentiment qui se rapprocherait plutôt d'une identité russe? Oui, tout à fait. C'était les accords de Minsk II. Dans les accords de Minsk II, les républiques populaires de Lugansk et de Donetsk auraient acquis une espèce de statut à définir par les législateurs, d'abord par les régions et par le législateur à Kiev. Ils seraient restés en Ukraine dans les accords de Minsk. Kiev reprend le contrôle de ses frontières. Et la France et l'Allemagne étaient garants. Et on sait maintenant, parce que récemment, François Hollande et Angela Merkel ont été interviewés après 2022, où ils ont dit ouvertement, et c'est ça ce qui est cynique, et c'est là où on voit qu'on nous prend vraiment pour des enfants, on ne nous prend pas au sérieux. Ils ont tous les deux dit qu'ils avaient signé ces accords, qu'ils avaient été garants de ces accords pour donner du temps à l'Ukraine, pour qu'elle se renforce. C'est-à-dire que les Russes d'un côté, et les Russes sont beaucoup plus naïfs qu'on pense, hein. Les Russes pensaient vraiment qu'il y avait la possibilité de signer, de mettre en place ces accords. Leur intérêt, c'est la paix, ils n'avaient pas du tout intérêt à la guerre. Et en attendant, eh bien, les Occidentaux étaient en train de construire des bases. On sait que la CIA a construit plus de 11 bases le long de la frontière ukrainienne. L'OTAN était déjà dès 2014, et la CIA aussi, sur place en Ukraine, en train de former l'armée ukrainienne, en train de l'armer, en train de la subventionner. Comment voulez-vous parler de paix quand vous êtes en train d'armer? Il n'y a eu aucun effort pour la paix. Nous avons notre part de responsabilité là-dedans, et c'est terrible. Et il faut exiger la paix. Il ne faut pas avoir peur de dire « nous voulons la paix », parce que je peux vous garantir, cette situation est plus qu'explosive. Ça fait 10 ans que je le dis, et je veux dire, elle n'a jamais été aussi explosive que maintenant. On comprend bien que la situation aurait pu être évitée, mais maintenant, dire que l'on veut la paix, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Quelle pourrait être l'une des issues donc, de ce conflit? Régis Le Sommier. Dire qu'on veut la paix aujourd'hui, ça veut dire être pro-russe. Enfin, je dis, quand on parle du mot paix, vous l'entendez quasiment jamais. Alors là, il y a une conférence le 16 juin, il y a une conférence en Suisse, soi-disant une conférence de paix, mais vous êtes traité de munichois quand vous prononcez le mot paix, parce que ça veut dire abandonner les territoires à la Russie, ça veut dire... voilà, mais je crois... Alors, pour revenir par rapport à ce que disait Nicolas, moi je rajouterais une chose, je pense qu'il y a il n'y a pas forcément nécessairement un espoir fou. Je pense que le conflit n'est pas prêt de s'arrêter. Mais l'attitude des États-Unis est quand même intéressante parce que je pense, j'en discutais l'autre jour avec Émeric Choprade, l'ancien député européen, qui lui connaît très bien aussi ces thématiques. Il me disait, oui, les Américains ont atteint leur but en fait, et déjà leur but stratégique, c'est-à-dire le but stratégique principal, c'était de couper l'Allemagne de la Russie. Et là, donc, il y a eu évidemment le plasticage de Nord Stream, hein, dont finalement le Washington Post a révélé que c'était les Ukrainiens qui étaient à la manœuvre. On se doute bien que les États-Unis étaient un petit peu au courant aussi. Donc finalement, en fait, ce qui gênait le plus les États-Unis, c'était ce fameux Deutsche Qualität, ce turboréacteur allemand de l'économie allemande au milieu de l'Europe, avec ce marché incroyable, alimenté par le gaz à pas très cher russe. Et
cette immense réserve d'hydrocarbures à l'Est. Et ça, c'était insupportable pour les États-Unis. C'était déjà à l'époque de Donald Trump. Donald Trump avait menacé justement de quitter l'OTAN parce qu'il avait dit on assure la sécurité de l'Allemagne qui s'approvisionne aux 2 tiers avec des hydrocarbures de notre adversaire russe. Donc déjà, les choses étaient en gestation. Ça ne veut pas dire que Trump est plutôt un pacifiste, on va dire. Mais pour revenir donc, voilà, et depuis que ces buts ont été atteints, on remarque que les États-Unis sont nettement moins à l'offensive. Ils sont là, ils ont autorisé in fine leurs missiles à frapper le territoire russe de façon ponctuelle. Ils l'ont circonscrit dans l'histoire d'une possible offensive sur Kharkov. Alors que nous, on est là, Emmanuel Macron, on va frapper la Russie, on va envoyer des formateurs, etc. On est dans une phase où l'Europe, où certains Européens comme la France, alliés dans cette histoire, dans cette aventure avec les pays baltes, la Pologne, enfin les plus extrémistes, Emmanuel Macron appelait ça en fait en anglais, c'est Coalition of the Willing. Quand j'ai entendu Coalition of the Willing, ça m'a rappelé George Bush avec la guerre. Quand on dit la coalition des volontaires, ça veut dire qu'en gros, quand on utilise ce genre d'expression, ça veut dire qu'en fait il y a beaucoup de pays qui sont pas volontaires et il y a que certains. Et alors nous, on ne sait pas très bien pourquoi en fait. On est très volontaire pour intervenir plus en avant au risque de danser sur un volcan et de finir que le volcan finisse par exploser. Donc là, on est vraiment dans une situation. Mais l'attitude des États-Unis montre qu'ils ont atteint pour partie leur but de guerre et que leur but n'est pas non plus le démantèlement de la Russie. Les néoconservateurs, certes, pensent comme ça, mais je crois qu'il y a aussi aux États-Unis pas mal de tendances qui sont aussi pour une forme pour retrouver une sorte de pacte de sécurité avec la Russie et qu'ils ne veulent pas aller trop loin non plus. Donc voilà, maintenant, qui paye les pots cassés pour finir sont les Ukrainiens. Nicolas a évoqué la question de la Yougoslavie et ce que ça peut... moi, j'ai été en Bosnie le mois dernier et je me souviens d'images qui m'ont terrifié. C'est des petits villages dans la campagne où on voit bien que la partie serbe, alors c'était dans la fédération de Bosnie, donc une zone musulmane, on voyait bien que les maisons des Serbes avaient été brûlées dans le village et que les Serbes n'étaient pas revenus. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment des voisins qui se sont mis à se tirer les uns sur les autres, quoi, du jour au lendemain, pratiquement. Et je crois que c'est Malraux qui disait la guerre civile, c'est la pire des guerres parce qu'on connaît celui qu'on tue. Et c'est vraiment ça. Et on n'a pas envie de revoir ça. On n'a pas envie de guerre fratricide en Europe. On n'a pas envie... ça, c'est Arnaud Klarsfeld qui est très incisif à cause de ses racines allemandes, des racines allemandes de sa mère. Il n'a pas envie de revoir cette dévastation du continent européen. Et on a l'impression que ces gens, Emmanuel Macron en premier lieu, des gens qui n'ont jamais connu la guerre. Le dernier chef d'État français à avoir connu la guerre, c'était Jacques Chirac. On sent que justement cette déconnexion, il y a une sorte d'appétit jubilatoire pour aller plus loin, avec des expressions rapportées par Le Monde. Je vais être obligé d'envoyer des mecs à Odessa. Enfin, des trucs d'ailleurs assez condescendants vis-à-vis des soldats eux-mêmes. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Il y a une espèce de cocktail explosif. Il y a un vent malsain en ce moment, et on ne sait pas où tout ça nous mène. Voilà. Nicolas Mirkovic, on était en train donc de parler de ces civils qui sont les premières victimes de ce conflit finalement, de cette guerre qui pourrait presque être qualifiée de guerre civile vu la façon dont elle touche les populations. Vous aidez les populations du Donbass. Est-ce que vous vous engagez également pour les populations ukrainiennes ? Alors, les populations du Donbass sont des populations ukrainiennes. Si vous percevez l'Ukraine comme une région, et comme je le disais tout à l'heure, certains se disent ukrainiens, mais russes. Vous voyez, c'est toute la subtilité. Nous n'avons jamais de ma vie, ça fait plus de 20 ans que je fais de l'humanitaire, j'en fais avec Solidarité Kosovo, et là, ça fait depuis 10 ans, j'en fais également au Donbass. Jamais est-ce que j'ai demandé à une famille si elle se sentait ukrainienne, russe, pro-Kiev, pro-Moscou. Nous aidons les personnes qui sont victimes de la guerre. C'est tout. Nous sommes une association indépendante. Nous sommes là pour aider les plus faibles, les plus fragiles, ceux qui ont du mal à se nourrir. On apporte beaucoup de médicaments. Il y a des dispensaires, des hôpitaux qui n'ont pas de médicaments. L'année dernière, on a fait des groupes de climatisation parce que dans les hôpitaux de Donetsk, il y avait des salles d'opération où il n'y avait pas la clim. C'est impossible aujourd'hui de concevoir ça. Donc, on essaye juste d'apporter le minimum nécessaire.
Et jamais ce qu'on a dit, cette clim va servir les habitants du Donbass qui se sentent proches de Moscou et pas ceux de Kiev. On aide, c'est tout. Et ça, c'est extrêmement important. Nous ne pouvons pas aller de l'autre côté. Si je vais de l'autre côté de la frontière, je vais passer un sale moment. Mais évidemment, je soutiens tout ce qui est aide qui arrive de l'autre côté parce que toutes les populations civiles méritent de l'aide. Et toutes les populations civiles qui est de l'autre côté de la frontière, il y a les mêmes familles, et peut-être même la même famille, mais qui est divisée par cette frontière, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas accès aux médicaments. Et je peux vous dire que je sais, parce que là, évidemment, je suis cette actualité de très près, il y a des régions qui sont aussi pauvres, voire même plus pauvres, de l'autre côté. Parce qu'il y a aussi il y a énormément de corruption. Enfin, voilà, ça reste des zones de guerre très fragilisées. Donc non, il faut soutenir tout ce qui est aide à ces civils qui souffrent. Il y en a qui meurent. Vous savez, des enfants qui n'ont pas le bon traitement, à qui on diagnostique une maladie rare ou qui n'ont pas les moyens dans les hôpitaux locaux pour les soigner, meurent. On oublie ces sanctions. Vous savez, je rappelle, les sanctions des États-Unis contre l'Irak sont à l'origine de la mort de plus de 500 000 personnes. Et quand une journaliste américaine demandait à Madeleine Albright, qui était à l'époque ambassadrice des États-Unis à l'ONU, si ça valait la peine de faire cette guerre pour les 500 000 enfants morts, elle disait oui, ça valait la peine. Donc pareil, si on avait le souci des Ukrainiens, quelle que soit leur préférence, Moscou ou Kiev, on amènerait de l'aide. J'ai quasiment vu aucune aide occidentale au Donbass. Et de l'autre côté, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais on doit aider ces populations si on les aime vraiment. Et soignons les enfants, aidons les vieilles personnes, faisons en sorte que les personnes soient dignement soignées dans les hôpitaux et qu'il y ait au moins de l'accès à de l'eau potable. Et la nourriture, on nous avait promis que l'Europe, c'était la paix. Et l'Union européenne ne fait que récupérer l'argent. Ursula von der Leyen, elle fait une espèce de téléthon pour récupérer de l'argent pour la guerre. Elle rigole. Et ça les amuse, ces personnes qui sont à la tête de l'Union européenne et qui n'ont aucun souci des conséquences de leurs actes belliqueux. Et ça, c'est terrible. Et ça me nave. Je me dis, cette hypocrisie de l'Union européenne, l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la prospérité, c'est fausse. Parce que si ça avait été le cas, aujourd'hui en Ukraine, il y aurait au moins un point des populations locales et on prendrait en considération leur volonté. Et je pense que c'est aussi important dans la reconstruction de l'Ukraine et cette paix qui va venir un jour ou l'autre, qu'on demande aussi aux Ukrainiens et les habitants qu'est-ce qu'ils veulent, que ceux qui veulent se rapprocher de la Russie se rapprochent de la Russie et ceux qui veulent rester avec Kiev restent avec Kiev. Quand est-ce que les chefs d'État occidentaux vont prendre en compte les desiderata des populations locales? Ça, ce serait une bonne question à leur poser. Après, on peut comprendre que ce soit difficile aussi pour un chef d'État d'écouter les revendications des quintes-coins du pays. Enfin, ça pourrait aussi provoquer des fractures assez dramatiques. Il nous reste 1 minute. Comment est-ce qu'on peut aider votre association? Parce qu'effectivement, quel que soit le point de vue défendu, je pense que tout le monde s'accorde pour dire que des populations qui souffrent, des populations civiles qui souffrent, c'est toujours un grand drame. Donc, comment fait-on pour vous aider, Nicolas Mirkovic? Alors, d'abord, vous pouvez venir sur notre site internet www.west-est.org. Vous verrez les activités que nous menons. On est très actifs au Donbass parce qu'on le fait depuis 10 ans, mais notre but, c'est de rapprocher l'Est et l'Ouest de l'Europe. C'est vraiment important. On est en train on va bientôt dévoiler un scoop, rénover les fresques d'une église du Kosovo. On est en train de travailler avec des Roumains aussi pour des projets de rapprochement, pour que des jeunes Français puissent aller en Roumanie travailler sur une œuvre soit humanitaire ou culturelle locale. L'objectif, c'est de ne pas diviser l'Europe. Nous croyons en l'Europe qui va quasiment de l'Atlantique au Pacifique. On a un continent formidable, phénoménal, avec une culture très, très, très ancienne. Et cette civilisation, et dans un monde de plus en plus multipolaire, il va falloir qu'on ait en nous des alliances intelligentes. Et je pense qu'on a tout intérêt à faire ça entre pays européens et avec nos voisins, évidemment, de l'Afrique et de l'Asie, mais c'est plus facile peut-être de faire ça avec des pays dont on est proche. Donc voilà, vous serez au courant des activités que nous menons sur notre site internet. Et si vous voulez faire un don, il y a une petite rubrique Nous aider. Et voilà, et on fait régulièrement des comptes rendus de tout ce qu'on fait. On est une association de loi 1901. On est tous bénévoles dans cette association. Et voilà, et on remercie d'avance ceux qui nous aident et ceux qui aident les populations qui souffrent et qui veulent œuvrer pour un rapprochement entre pays européens, non à la sauce bruxelloise, mais vraiment c'est une façon plus intelligente et tournée autour de la culture, de la civilisation.
Mais nous, on vous remercie d'avoir été parmi nous, Nicolas Mirkovic. Je rappelle que vous êtes analyste des géopolitiques européennes et américaines, président de l'association Ouest-Est. Vous avez mené de nombreuses missions humanitaires dans les zones de conflit en Europe. Vous êtes auteur de Martyrs du Kosovo, Bienvenue au Kosovo et L'Amérique Empire. Et merci à vous aussi, Régis, d'avoir été parmi nous un mardi de plus. Vous êtes reporter de guerre, directeur de la rédaction d'Omerta et puis auteur de La vérité du terrain et jusqu'au dernier Ukrainien. Merci beaucoup à tous les deux et puis à très bientôt.